pas faire de vidéo aujourd'hui. Hein. Je voulais pas vous faire une vidéo aujourd'hui, mais vous partagez avec vous une certaine petite expérience, si vous remarquez. Quand je vous dis que les plus grands tribalistes dans le pays là, il n'y a pas le 2 de quelqu'un en tribalisme. Des gens qui viennent de la région centre, sud, est là. Vous croyez que je blague, non? Vous croyez que je blague? Allez dans les réseaux sociaux les temps-ci. Il y a un type là du Nord, j'ai oublié son nom, qui a aussi démissionné du RDPC. Il y a Bello Bouamagari qui a les intentions de démissionner aussi du RDPC. Peut-être que c'est à la fin du mois qu'il va démissionner. Chiro Mabakari a décidé de démissionner du RDPC. Allez regarder tous les gens qui font le bashing sur eux. C'est les gens qui viennent d'une même région. Tous les gens qui font le bashing sur eux, c'est les gens qui viennent d'une même région. Du moment où tout le problème a été de conserver leur pouvoir. De conserver leur pouvoir, même si celui qui est au pouvoir est médiocre, il est nul. Tout le problème, c'était de conserver le pouvoir. Regardez, quand vous regardez les trois là-bas en haut. Ils sont en train de bouffer la tontine par les gars de la région centre-sud-est, les temps-ci. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont passé le temps à appeler les peuples du Nord. C'est pour ça qu'on m'a dit que quand il voit un Nordiste qui dit qu'il soutient, est-ce que ça tout va rouler bien chez lui? Vous croyez qu'ils veulent être complices de l'arrestation de Dubaï ou que vous avez arrêté, vous avez jeté en prison? Ils ne peuvent pas être complices de leurs arrestations. Ils ne pouvaient pas. Ça, à un moment donné, il y a des choses qui étouffent. Toi-même, tu te regardes dans un miroir, tu dis, mais c'est quoi qu'ils sont en train de faire comme ça? Vous croyez qu'ils sont fiers d'être complices de la souffrance du peuple? Non. Les gens vont dire, ils ont fait tant d'années dans le gouvernement, ils ont fait. Mais il n'y a rien. On m'a appris un truc dans la vie. Il n'est jamais mauvais de se rendre compte qu'on avait commis une bêtise et revenir demander pardon. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est déjà beaucoup. Démissionner derrière du gouvernement là, c'est déjà beaucoup. Démissionner, il avait dit que si la fin arrive, sachez que je n'ai pas été d'accord avec eux sur toute la ligne. Ils ont passé le temps à vous appeler le peuple du Nord, le bétail électoral. Les gens de la région des Biens, centre-sud-est, c'est eux qui vous appellent bétail électoral. On vient là-bas, vous n'avez pas l'eau potable, vous buvez l'eau avec les bêtes, avec les animaux. Mais ils boivent le pétrus à Yaoundé. Un pétrus coûte ou c'est 1,2 million, un truc comme ça là. Donc c'est que tu complètes peut-être 300 000 sur ça, ça te creuse un forage. Vous êtes ouvert sur la Benoué. Le lac Tchad n'est pas loin. Le lac Tchad n'est pas loin. Le logo n'est pas loin. Le feu logo n'est pas loin. Mais vous n'avez pas l'eau potable là-bas dans le Grand Nord. Mais vous supportez, vous soutenez bien. Vous avez vu comment quand vos élites sont en train de démissionner du RDP, ils sont en train de vous insulter, non? Vous voyez comment ils insultent le peuple, comment ils sont en train de faire le bashing sur eux, non? C'est pareil, c'est comme ça. Tout pour eux, c'est conserver leur pouvoir. Dès que tu t'écartes d'eux, que tu dis non, dès que tu as été avec eux, après tu dis non, vraiment, les gens, c'est là, quand ils les analysent là, ce n'est pas les gens que... Quand ils vous disent que le système là, bien pas un ministre, je vais vous prendre un exemple, je suis sûr que dans le ministère de Chiroma, il n'y avait même pas 4 gars du Nord. Comment vous dites qu'il a partagé le pouvoir avec les gens là? Je suis sûr que dans le ministère de Biala, de Chiroma, là où il était, il n'y a même pas 4 gars du Nord. Je suis sûr que toute sa fonction dans le gouvernement, qu'il travaille dans chaque administration, il n'y a même pas 4 gars du Nord. Je suis sûr que le gars du Nord devait être peut-être son chauffeur, ou celui qui nettoie son salon, ou le vigile, ou bien... Parce qu'on a appris au Cameroun que vous, du Nord là, votre rôle c'est être babana. Votre rôle c'est rouler les motos. Ou être vigile. Et nous font croire que l'équilibre régional c'est pour vous les gens du Nord. Mais moi j'avais dit un jour dans un débat que je ne peux pas être d'accord que vous me dites que l'équilibre régional c'est pour les gars du Nord. Moi j'ai fréquenté avec les gars du Nord qui étaient intelligents, super intelligents. Vous allez nous dire que non, vous avez mis l'équilibre régional parce que au Nord les gens sont moins scolarisés. Être moins scolarisé ne veut pas dire qu'il y a pas les gens intelligents dans la région où vous êtes. Tout ça c'était pour conserver le pouvoir. C'était pour conserver le pouvoir. Vous comprenez bien? Est-ce que vous comprenez bien ce que j'ai dit? Est-ce que vous comprenez bien? Je vous ai dit que ce que vous voyez là, attendez quand Bello Bouamagari va déposer sa démission ces jours-ci à venir. Oh Seigneur, on ne va pas seulement vous dire, les bêtises boules vont vous ramasser, ils vont vous laver, vous rincer, matin, midi, soir. Ne vous inquiétez pas. Allez regarder dans les réseaux sociaux, sur les chaînes de télévision, qui lavent les bêtises boules. C'est eux. Parce que dans leur tête, ils ont tellement conservé le pouvoir, si bien qu'ils se rendent compte que, comme les gens qui étaient les griots de Paul Biya, les gens qui s'étaient autoproclamés les griots de Paul Biya, sont en train de se détacher, se disloquer. Ils vont émietter les voix de Paul Biya dans le Grand Nord.
Il ne va plus dire qu'il a gagné au Grand Nord, il a gagné les élections. Directement, vous devenez une bête à abattre pour eux. Regardez toutes, même les influenceuses qui sont de la même région que Paul Biya. Il y a une qui ne veut pas appeler son nom ici. Ils ont seulement vos photos qu'ils ont postées sur ils ont seulement les photos de vos élites. Vos photos de vos élites. Peuple du Nord, soyez éveillés. Soyez éveillés. Si dans le pays, si tout le monde avait fait comme les anglophones, c'est bien parti depuis. C'est en 2008. Parce qu'en 2008, Paul Biya, au moins, c'est près de 1000, au moins, c'est 1000 Camerounais. Sur le pont du Vouri, seulement pas compté. Parce qu'ils avaient piégé les gars sont rentrés, les ont encerclés. Il y a d'autres qui sautaient dans le Vouri. Combien sont morts? Combien de personnes n'ont pas vu les corps de leur famille, de leurs frères, jusqu'à aujourd'hui? Que Biya t'aimait. Que Biya tué. Parce qu'il ne faut pas dire que t'aimais. C'est comme si j'ai peur de dire ça. Et ils vous ont toujours pris comme des moutons, comme des gens qui ne réfléchissaient pas. Pour eux, vous connaissez seulement faire la moto et être vigile. Ou être chauffeur. Dans un service. Aujourd'hui, quand vos élites sont en train de partir démissionner de la peste, de la merde de Biya, ils sont en train de voir que Biya va perdre, Biya ne va plus, aurait plus possibilité de dire, j'ai gagné dans le, il a gagné dans le septembrion. Il aurait plus ça. Ça commence à faire boum. C'est comme ça la fin d'un régime, hein. C'est comme ça, quand un régime est tombé, c'est comme ça que ça fait, hein. C'est comme ça. Vous entendez démission là-bas. Celui-ci commence à faire les révélations. Celui-là commence à dire que c'était comme ça là. Celui-là commence à dire que c'est comme ça. C'est comme ça. Peuple du Nord, soyez, réfléchissez. Même l'école, ils sont incapables de vous donner. Je dis l'école. Vous fréquentez sur en bas des arbres. En bas des arbres. Ils vont dire qu'ils ont construit les écoles à l'ouest. Ils vous mentent, hein. Les écoles à l'ouest là, c'est pas eux qui construisent ça. C'est les élites qui cotisent l'argent pour construire les écoles là. Vous voyez à l'ouest là. Que vous voyez à l'ouest là. Donc, même l'eau potable, ils ne vous donnent pas. Mais ils veulent que vous continuez à voter Paul Biya. L'hôpital même, ils ne vous donnent pas. Mais ils veulent que vous continuez à voter Paul Biya. Pour eux, comme vous dites que vous ne votez plus Paul Biya, vous devenez un obstacle pour un danger pour eux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le bashing sur le peuple du Nord. Je vous ai dit que ces gens ils sont plus qu'une peste. Quand le régime Biya va tomber, vous allez voir le vrai cœur de beaucoup là. Et je vois les gens qui rient souvent quand on dit que Biya va tomber, ils rient. Ben Ali, même les partisans de Ben Ali savaient qu'ils ne devaient jamais partir. De Bouteflika savaient qu'ils ne devaient jamais partir. Les partisans de Mobutu savaient qu'ils ne devaient jamais partir. De Bokassa savaient qu'ils ne devaient jamais partir. Idi Amin Dada savaient qu'ils ne devaient jamais partir. Samuel Doué, il savait qu'il ne devait jamais partir. Les Juvenal Amana, ils savaient qu'ils ne devaient jamais partir. Donc, pour ils étaient Bachar al-Assad, à la dernière minute, on appelait Bachar al-Assad, comme mon ami Wandi a dit dernièrement. Viens, monte dans l'avion si là on part. Il a fui son pays comme un rat. Il y aurait des révélations dans ce pays. Bientôt, vous allez rester dire que, hey! Donc, c'est comme ça que le pays s'y était. C'est comme ça que ça fonctionnait. On vous manque bien, c'est partager le pouvoir avec tout le monde. Il était nos ministres, mais dans tout ton personnel, dans ton ministère, ce sont ses frères Betty Boulou qui sont là. Qui travaillent. D'autres, on peut me les ramasser au village, ils n'ont aucun niveau. On les fabrique, les diplômes, on vient, on les donne, on les met dans les bureaux en ville. Aucun diplôme, aucune compétence. C'est pour ça que vous voyez insultent les gens dans les bureaux administratifs. Ils viennent au travail à 10h, ils rentrent à 14h. Une fille l'appelle à 9h que je vais manger le poisson, moi je vais boire la bière. Il dit qu'attends, moi j'arrive. Après il dit que non, prends, je viens. Non, je ne veux pas, viens me chercher. Il vient toujours au travail avec les gros trousseaux de clés, avec les vestes. Avec les 4 téléphones. Quand vous arrivez, vous les saluez même parfois, ils ne répondent pas. Donc, ils sont même fâchés de vous recevoir. Alors que tu es venu comme ça là pour tu es venu réclamer ce qui te redonne des droits. Tu es un citoyen dans ton pays. Tu pars, tu veux signer un papier, on te torture, on te malmène comme ça, tu restes comme ça, tu dis, hey! J'avais souvent pitié de ma mère qui partait prendre la pension en retraite de mon père. Je disais, Seigneur. Le pays là. Quand les gens vont, les gens quittent le navire un peu, hein. C'est comme ça sur le coup d'envoi que Thiro m'a donné, hein. Les gens vont quitter le navire un peu. Ferdinand Ngongo, la maison des Nyom là. Je vous dis encore, peuple, ne cassez pas les maisons, hein, parce que, ne cassez pas, parce que j'ai vu au machin là-bas, même au Burkina, j'ai oublié même l'autre, Compaoré, il a fait 27 ans au pouvoir, non? Est-ce qu'il savait qu'il devait partir? Il savait pas qu'il devait partir. Mugabe a fait combien d'années? Près de une trentaine de poussières au pouvoir. Ce qui se passe au Cameroun actuellement, là, c'est ce qui s'est passé avec Mugabe. C'est ce qui s'est passé avec Mugabe. C'est Chantal Dia qui dirige le Cameroun, qui ne connaît pas.
C'est elle. La scène politique camerounaise, déjà secouée par des décennies de pouvoir sans partage, entre dans une phase d'agitation intense à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Ce qui était jadis impensable devient désormais un phénomène fréquent. Des ministres démissionnent, des cadres du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, claquent la porte et des voix longtemps s'élèvent, révélant au grand jour les failles d'un système que l'on croyait monolithique. C'est dans ce contexte que la prise de parole d'un jeune Camerounais, jusque-là inconnu du grand public, a résonné comme un cri du cœur, une révolte froide, sincère et enragée. Son discours n'a pas été préparé, poli, encore moins scénarisé. Il est sorti de ses tripes, un flux d'indignation que beaucoup ont reconnu comme leur propre ressenti. Car derrière ces mots crus, il y avait des vérités difficiles à entendre pour certains, mais nécessaires pour comprendre la crise actuelle du Cameroun. Je voulais pas faire de vidéo, commence-t-il? Et pourtant, c'est cette vidéo improvisée qui secouera les réseaux sociaux. Il parle sans filtre, sans phare et surtout sans peur. Il accuse, il questionne, il interpelle. Et surtout, il dénonce ce qu'il appelle sans embâche le tribalisme enraciné au sein du pouvoir et les mécanismes de domination silencieuse qui marginalisent certaines régions au profit d'autres. Il commence par évoquer la vague de démissions au sein du régime, non comme un simple acte politique, mais comme un symptôme d'un système en agonie. Un système où l'appartenance régionale est devenue un passeport politique. Il cite Bello Bouba Megari, Chiram Bakari et d'autres figures du Nord qui se sont récemment détachés du RDPC. Puis il ajoute une observation glaçante. Tous les gens qui font le bashing sur eux, c'est les gens qui viennent d'une même région. C'est là une des accusations les plus lourdes. L'idée que certaines régions, notamment le Sud et le Centre, détiendraient un monopole idéologique sur la loyauté politique et que toute déviance de cette ligne serait traitée comme une trahison. Pas une trahison de conviction ou de projet politique, mais une trahison de clan. Ce jeune homme met le doigt sur un des maux les plus profonds du Cameroun contemporain, le clientélisme tribal. Le tribalisme, dit-il, est devenu la boussole du régime. Pas la compétence, pas l'intégrité, pas le mérite. Il ne s'agit plus de savoir ce que vous pouvez apporter à votre pays, mais de savoir à qui vous êtes relié, de quelle région vous venez, et surtout, si vous êtes prêt à être complice du silence. Mais ce n'est pas tout. Son discours est aussi une mise en accusation directe des élites du Nord, qu'il tient pour responsables d'une forme de complicité historique avec un régime qui, selon lui, les méprise profondément. Il évoque avec amertume comment ces élites ont été utilisées pour garantir une légitimité électorale, sans jamais recevoir en retour les infrastructures élémentaires. Pas d'eau potable, pas d'école digne de ce nom, pas d'hôpitaux. Vous buvez l'eau avec les bêtes, dit-il, sans détour. Et pendant ce temps, à Yaoundé, l'élite sirote du Pétrus. Ce contraste est choquant, brutal, presque caricatural. Mais il n'est pas sans fondement. En réalité, il renvoie à une réalité sociale tangible, une fracture régionale et économique qui s'est aggravée au fil des années et que les politiques publiques n'ont pas réussi ou voulu combler. Loin de simplement dénoncer cette inégalité, le jeune orateur questionne ses origines. Pourquoi le peuple du Nord continue-t-il à soutenir un régime qu'il a tant ignoré? Pourquoi les élites du Nord ont-elles accepté ce rôle d'intermédiaire docile, silencieux, voire complice? Son propos devient encore plus incisif lorsqu'il évoque le soi-disant équilibre régional. Il le démonte méthodiquement. Vous me dites que l'équilibre régional, c'est pour les gars du Nord? Mais dans les ministères, il n'y avait même pas 4 gars du Nord. Et il ajoute que ceux qui y étaient n'occupaient pas les postes de décision, mais des rôles subalternes, chauffeurs, vigiles, hommes d'entretien. Là encore, il pose une question dérangeante. Quel sens peut bien avoir un équilibre régional s'il ne sert qu'à légitimer des politiques d'exclusion? Il en vient alors à ce que beaucoup appellent la fiction républicaine au Cameroun. Ce mythe d'un pays uni, solidaire, équitable. Pour lui, cette fiction est aujourd'hui éventrée. Car ce qui se joue en ce moment, dit-il, ce n'est pas seulement une crise de gouvernance. C'est la fin d'un système. Et comme dans tous les systèmes en fin de règne, les fissures apparaissent de l'intérieur. Quand un régime tombe, c'est comme ça que ça commence, affirme-t-il. Et de rappeler les précédents africains, Ben Ali, Bouteflika, Mobutu, Mugabe. À travers cette comparaison, il envoie un avertissement. Personne n'est éternel. Aucun pouvoir, si solide semble-t-il, ne résiste éternellement au poids de ses propres contradictions. Et quand le peuple se réveille, même tardivement, l'histoire peut basculer en un clin d'œil. Les démissions actuelles, dit-il, ne sont que les premières secousses d'un tremblement de terre à venir. Ce n'est pas seulement un cri de dénonciation. C'est aussi un appel au réveil, à l'action, à la révolte, pacifique ou politique,
mais surtout consciente. Il appelle les populations du Nord à ne plus se laisser instrumentaliser, à ne plus accepter l'humiliation institutionnalisée, à ne plus être les otages d'un système qui les considère comme du bétail électoral. L'indignation que porte ce jeune citoyen ne surgit pas dans le vide. Elle s'enracine dans une mémoire collective lourde, faite de promesses brisées, d'injustices chroniques et d'humiliations acceptées au nom de la paix. Ce qu'il dénonce, ce n'est pas uniquement un dysfonctionnement institutionnel. C'est la faillite morale d'un régime qui a transformé la résignation en vertu politique et l'indifférence en condition de survie. Lorsqu'il parle de l'humiliation des peuples du Nord, ce n'est pas simplement pour pointer la pauvreté. Il veut faire comprendre que cette pauvreté n'est pas accidentelle. Elle est le résultat d'un choix. Un choix stratégique, cynique, visant à maintenir une masse électorale sous contrôle par la dépendance et la privation. Il évoque l'absence d'écoles, la rareté de l'eau potable, le manque d'hôpitaux et même le mépris dans les services administratifs. Tout cela constitue un système d'exclusion programmé. Mais il va plus loin. Selon lui, cette exclusion n'a pas seulement été acceptée par les élites du Nord, elle a été justifiée, rationalisée. Il raconte avec colère comment on fabrique des diplômes pour des individus incompétents venant d'autres régions, pendant que les jeunes brillants du Nord sont confinés à des rôles subalternes. Il cite en exemple le personnel des ministères où les postes stratégiques sont confiés à des proches du pouvoir, souvent issus des mêmes groupes ethniques, tandis que les autres sont relégués aux fonctions d'agents d'exécution. La dénonciation est frontale. Elle ne s'encombre pas de diplomatie. Elle cible un système d'apartheid déguisé où l'ascension sociale est déterminée par la proximité au pouvoir et non par le mérite. Et c'est bien là que le bâtiment blesse. Au Cameroun, le mérite est un concept fragile, souvent écrasé par la loyauté clanique. Dans cette optique, le jeune orateur n'épargne personne. Il accuse à la fois les élites du pouvoir, qui ont construit leur confort sur le dos d'un peuple affamé, et les populations silencieuses, complices par passivité. Car, selon lui, il ne suffit pas de blâmer les gouvernants. Il faut aussi questionner les citoyens qui, par peur, par intérêt ou par habitude, ont accepté de s'agenouiller. Ceux-là même qui, aujourd'hui encore, préfèrent ridiculiser ceux qui quittent le navire, au lieu d'y voir une chance de renaissance. C'est ici que le discours atteint une autre dimension. Il n'est plus seulement politique, il devient moral. Il parle de dignité, de honte, de courage, de pardon. Il ne condamne pas ceux qui ont servi le régime pendant des décennies. Il leur tend la main, à condition qu'ils reconnaissent leur erreur, qu'ils demandent pardon au peuple et qu'ils se mettent au service de la vérité. Car, dit-il, il n'est jamais mauvais de se rendre compte qu'on avait commis une bêtise. Là encore, son message est double. D'un côté, il ouvre une brèche pour la réconciliation. De l'autre, il fixe une ligne rouge. L'aveu est la condition minimale pour regagner la confiance du peuple. Sans cela, toutes les tentatives de ralliement apparaîtront comme des stratégies de reconversion, opportunistes et sans sincérité. Et c'est sans doute cette sincérité qui manque cruellement aujourd'hui dans la sphère politique camerounaise. Ce jeune homme, avec ses mots simples, ses phrases parfois désordonnées mais puissantes, exprime une chose que les analystes oublient trop souvent, la fatigue morale du peuple. Une fatigue qui ne se mesure pas en indicateurs économiques, mais en regards vides, en frustrations étouffées, en colère rentrée. Une fatigue qui transforme les rues en bombes silencieuses, prêtes à exploser. Il fait aussi un parallèle saisissant avec les régimes africains tombés brutalement. Il cite Ben Ali, Bouteflika, Mobutu, Bokassa, Idi Amin, Mugabe. Il montre que, comme dans ces pays, le Cameroun s'enlise dans une illusion de stabilité. Une illusion entretenue par une armée docile, une administration verrouillée, une élite corrompue. Mais une illusion qui ne résiste pas à l'usure du temps. La chute de ces régimes, rappelle-t-il, a toujours été précédée par des signes faibles, des défections, des fuites d'informations, des confessions inattendues. Et c'est exactement ce que vit le Cameroun aujourd'hui. Les ministres démissionnent, les langues se délient, les griots du pouvoir deviennent critiques. C'est ainsi que commence la fin. Pas avec une révolution violente, mais avec un effondrement intérieur. Son avertissement est donc clair, le Cameroun n'est pas à l'abri. Le mythe de la stabilité éternelle est une chimère. Et plus le régime s'obstine à ignorer les signaux d'alerte, plus la chute sera brutale. Car, dit-il, c'est comme ça que ça commence, toujours. Et les mêmes qui acclament aujourd'hui seront les premiers à fuir demain. Mais son discours n'est pas seulement tourné vers le passé ou vers l'élite. Il s'adresse surtout au peuple. Il appelle à la lucidité. Il invite les Camerounais à ne plus rire jaune quand on leur dit que le régime peut tomber. Car, oui, dit-il, même Bachar al-Assad, à la dernière minute, a dû fuir comme un rat.
Il rappelle que l'histoire n'est pas écrite à l'avance, qu'elle peut basculer, et que ceux qui croient en l'éternité des régimes finissent toujours par être surpris. C'est une leçon que le Cameroun ferait bien de méditer, car le changement n'attend pas toujours la permission. Il surgit quand les peuples n'en peuvent plus. Et aujourd'hui, le peuple n'en peut plus. Il en a assez des écoles sous les arbres. Il en a assez de boire l'eau des marigots. Il en a assez de remplir des formulaires inutiles pour réclamer ses droits. Il en a assez des administrations qui ferment à midi. Il en a assez des responsables qui se croient des rois. Il en a assez de voter sans jamais voir sa vie changer. Ce jeune homme met des mots sur cette lassitude. Et il offre un miroir à la nation. Un miroir sans maquillage, sans Photoshop, sans phare. Ce qu'il montre n'est pas beau à voir. Mais c'est la réalité. Et parfois, il faut regarder la laideur en face pour retrouver le goût de la transformation. Il ne prêche pas la haine. Il prêche la justice. Il ne prêche pas la vengeance. Il prêche la mémoire. Et surtout, il ne prêche pas la division. Il prêche la vérité. Une vérité inconfortable, certes, mais une vérité qui peut libérer. Si seulement on l'écoute.